Salut, j'espère que vous allez bien. Je continue petit à petit ma reprise de vidéos YouTube avec un rythme relativement variable. Ça me fait très plaisir de reprendre les vidéos petit à petit. J'avais envie de refaire une vidéo aujourd'hui, j'avais pas forcément d'idée sur quoi j'allais parler. Au moment où j'étais en train de réfléchir à ça, je me suis dit que j'allais faire un peu de rangement. Et je suis tombée sur des anciens carnets qui dataient de mes années d'études, de mon master entre 2018 et 2020 à peu près. Et c'est en feuilletant ces carnets que j'ai trouvé mon sujet de vidéo du jour. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, aujourd'hui en 2023, je vais vous faire une vidéo que j'avais commencé à préparer, ou en tout cas dont j'avais eu l'idée, je pense en 2020, donc il y a 3 ans, début 2020. Donc le sujet du jour, ça va être une question, une problématique, c'est est-ce qu'il existe un point commun entre le slow living et le développement personnel ? Donc dans cette vidéo, on va parler bien sûr de philosophie slow, de cet art de prendre le temps, de vivre lentement, de vivre de manière plus naturelle, sans être trop affecté par l'accélération constante de notre société. Et d'un autre côté, on va parler évidemment aussi de ce qu'est le développement personnel, ses différentes inspirations, ses différents objectifs. Mais je vais aussi parler de psychologie, de neuroatypie et tous ces sujets qui sont finalement assez récurrents sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est une question que je me suis longtemps posée pour la simple et bonne raison que ce sont des sujets qui me passionnent depuis maintenant des années. Ça fait depuis 2015 pour le développement personnel et le slow living que j'ai découvert un peu plus tard, je dirais depuis 2017 à peu près. Mais le problème, c'est que j'ai toujours eu un sentiment de conflit entre ces deux aspirations, ces deux sujets finalement, qui sont que on a d'un côté le slow living qui va prôner la décroissance, le fait de prendre son temps, le fait de vivre naturellement sans être sursollicité, qui va pas du tout chercher à viser la productivité mais plutôt le fait de ralentir et de vivre de manière sereine. Et d'un autre côté le développement personnel qui est très souvent relié à la hustle culture, à la productivité, à la notion de faire toujours plus, qui finalement est complètement opposé au slow living. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de voir un peu s'il y avait des points qui se recoupent entre ces deux sujets. Évidemment, la réponse selon moi est oui, sinon il n'y aurait pas de sujet à cette vidéo, mais je trouve que c'est des points qui sont assez subtils, mais qui me permettent finalement de trouver un peu un bon compromis entre ces deux centres d'intérêt. Donc j'ai mentionné la productivité et la hustle culture dans le développement personnel. Qu'est-ce que c'est la hustle culture ? C'est cette culture très américaine, du fait de réussir, du fait de faire toujours plus. C'est vraiment cette culture de l'accomplissement de soi qu'on va beaucoup retrouver dans le milieu de l'entrepreneuriat notamment, mais aussi dans le milieu sportif, etc. C'est vraiment cette notion de productivité à tout prix qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut retrouver dans le slow living, où on va plutôt chercher la sérénité, le fait de prendre le temps, le fait d'être finalement dans l'instant présent sans forcément se soucier d'objectifs à atteindre, donc tout le contraire a priori du développement personnel. Après, il y a plusieurs branches, plusieurs courants de pensée dans ces deux sujets. Par exemple, dans le slow living, il y a le slow living plutôt individuel, c'est-à-dire la quête du bien-être par le ralentissement, qui va inclure la méditation, le fait de prendre le temps, le fait de vivre plutôt à la campagne qu'à la ville, le fait de faire les choses soi-même, que ce soit la cuisine, que ce soit le DIY, etc. Donc il y a le côté un peu individuel qui est simplement voilà, un mode de vie moins pressé, moins rapide et qui permet finalement d'être moins stressé. Et le slow living plutôt au niveau sociétal, qui va être la décroissance, qui va être plutôt anticapitaliste, qui va être contre la recherche du profit à tout prix, mais plutôt un mode de vie minimaliste, écologique, etc. Donc il y a déjà deux aspects dont l'un est peut-être un peu plus proche du développement personnel que l'autre, qui est évidemment le slow living à l'échelle individuelle. De l'autre côté, dans le développement personnel, il y a aussi plusieurs courants. Il y a un développement personnel qui est très orienté justement sur la hustle culture, notamment le développement personnel qu'on va retrouver dans tout ce qui va toucher à l'entrepreneuriat, qui va être vraiment en faire toujours plus, chercher de la productivité, maximiser sa productivité et économiser le plus de temps possible tout en faisant le plus, accomplir ses objectifs le plus tôt dans sa vie, etc. Donc il y a vraiment, c'est un courant qui met vraiment la pression, où on a l'impression que si on n'a pas bâti un empire à nos 30 ans, on a raté notre vie, et qui est beaucoup critiqué depuis plusieurs années pour ses dangers sur la santé mentale, les risques de burn-out et de troubles anxieux que ça peut causer, de se mettre une telle pression sur les épaules. Mais évidemment, comme dans n'importe quel sujet, on peut pas dire que tout est à jeter. Même dans la hustle culture, il y a certains conseils de productivité qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours, mais le problème c'est plutôt la philosophie qu'il y a derrière, cette notion toujours plus vite, etc. Là-dessus, je trouve que le slow living prend un contre-pied qui est intéressant, qui est peut-être beaucoup plus en adéquation avec nos besoins en tant qu'individu doté de sensations, d'émotions, de cycles, etc. Surtout quand on a une sensibilité exacerbée, liée notamment à une neuroatypie par exemple. Et donc un cheminement assez classique qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes et qui a été le mien, c'est de s'intéresser d'abord au développement personnel, de l'explorer un peu, puis finalement de se retrouver un petit peu frustré, de se rendre compte un peu des mauvais côtés de ce courant de pensée et de se retrouver plutôt attiré par le slow living
et finalement peut-être à la fin essayer de retrouver un équilibre entre les deux. Et c'est un peu le sujet de cette vidéo parce que je pense qu'on n'a pas besoin de trancher. Moi je suis dans la team slow living ou moi je suis dans la team hustle culture et développement personnel. Je pense très bien qu'on peut piocher ce qui nous convient dans l'un, ce qui nous convient dans l'autre, et trouver une forme d'équilibre. Et je pense que cet équilibre, j'ai fini par le trouver aujourd'hui. Comme je vous le dis, ça fait déjà 6 ans que je m'intéresse au slow living, 8 ans que je m'intéresse au dev perso, et ça a vraiment pris du temps avant que je réussisse à trouver un peu les points communs et les points où ça peut se recouper. Et finalement, le point commun principal que j'ai identifié entre les pratiques plutôt slow et les pratiques plutôt appartenant au développement personnel, c'est la régulation de la dopamine. Donc la dopamine, qu'est-ce que c'est? Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur, une substance chimique produite dans le cerveau qui joue un rôle essentiel dans la transmission des signaux entre les cellules nerveuses. Elle est associée à plusieurs fonctions et processus importants dans le corps, comme notamment la régulation de l'humeur, la motivation, la récompense, la coordination motrice et la cognition. La dopamine est souvent associée au système de récompense du cerveau. Lorsqu'on accomplit quelque chose de gratifiant ou qu'on vit une expérience plaisante, la dopamine est libérée, ce qui crée une sensation de plaisir et de satisfaction, et ça peut nous motiver à poursuivre certaines actions ou comportements. Donc c'est un neurotransmetteur qui est essentiel au bon fonctionnement du cerveau, mais s'il n'est pas bien régulé, si on est trop stimulé, qu'on a trop de pics de dopamine régulièrement, ça peut avoir des méfaits, et ça je trouve que les pratiques qu'on trouve aussi bien dans le dev perso que dans le slow living permettent justement de faire attention à ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le problème principal qu'on rencontre dans notre société actuelle par rapport à la dopamine, c'est qu'on a trop de pics de dopamine. C'est-à-dire que dans la société actuelle, on est surstimulé en permanence et on est gavé de sources de dopamine. Donc les sources de dopamine, ça peut être quoi? Ça va être tout ce qui peut être relativement addictif en général, donc notamment les réseaux sociaux, tout ce qui va toucher aux écrans, les jeux vidéo, etc. Au niveau alimentaire, ça va être par exemple le sucre. Et le sucre, on sait que l'industrie agroalimentaire nous en gave et en met dans absolument tous les aliments, même là où c'est pas du tout nécessaire, justement parce que ça renforce un peu l'addiction à certains aliments. Ça va être aussi tout ce qui va toucher à la consommation. Quand on achète compulsivement, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits de beauté, que ce soit n'importe quoi, généralement quand on achète, c'est pas pour l'objet qu'on achète en lui-même, c'est pour le pic de dopamine que ça génère dans notre cerveau d'acquérir ce nouveau bien. Dès qu'on le possède, finalement, la dopamine après, elle redescend et on n'est plus aussi excité d'avoir l'objet une fois qu'on l'a acheté. Finalement, c'est en lien un peu avec tous les plaisirs de notre société actuelle, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau du fonctionnement de l'industrie agroalimentaire, de comment on est nourri, de quel type d'aliments on mange en général, que même de cette société de surconsommation. Je trouve que toutes les problématiques principales du mode de vie contemporain occidental est reliée à ce problème de la surproduction de dopamine. Et c'est quoi le problème? Parce que si c'est un neurotransmetteur qui permet de la motivation, qui permet la joie, etc., c'est quoi le problème du coup d'avoir trop de dopamine? En fait, c'est tout simplement que plus on a de pics de dopamine régulièrement, et plus il nous faut de stimulation pour réussir à en obtenir. De la même manière que pour une substance addictive, les premières fois ça va nous faire beaucoup d'effets, mais si on en consomme régulièrement, il va y avoir une accoutumance. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on a un pic de dopamine quand on ouvre Instagram par exemple, mais le problème c'est qu'il va redescendre aussitôt, et pour le stimuler, on va avoir besoin de nouveaux contenus, de nouvelles stimulations en permanence. C'est pour ça qu'on a un scroll infini, parce qu'à chaque fois qu'on passe à une nouvelle story, un nouveau post, on arrive à avoir un petit pic de dopamine. Mais finalement, on finit par s'en lasser, par s'y accoutumer, du coup on va fermer Instagram, on va ouvrir YouTube ou TikTok, etc. Et ça crée un peu un cycle infini où on cherche sans arrêt un nouveau pic de dopamine. Et c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils font pour se rendre aussi addictifs, c'est parce qu'ils ont bien compris justement comment fonctionnait le cerveau. C'est des experts en marketing et en neurosciences qui définissent tout ça. Et du coup, le problème, c'est que finalement, quand on est surstimulé en permanence, quand on a des pics de dopamine des dizaines de fois par jour, et que finalement on ne contrôle plus du tout ces moments de satisfaction, ces plaisirs et cette gratification immédiate, eh bien on finit par ne plus réussir à avoir de dopamine. En tout cas plus suffisamment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est tellement habitué à cette surstimulation, on est tellement habitué à ces plaisirs immédiats qu'on en a besoin en permanence. Ça devient une véritable addiction. Et c'est quoi les conséquences? Déjà les conséquences, évidemment, comme je l'ai dit, c'est le côté addictif de tout ça, donc l'addiction au sucre, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la consommation, les achats compulsifs, etc. Mais c'est aussi ce qu'on perd. Et qu'est-ce qu'on perd justement? Eh bien, on perd notre capacité d'attention, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'adonner à des tâches qui ne donnent pas de gratification immédiate, comme les activités créatives, la peinture, le dessin, la broderie, la couture, comme bien évidemment aussi la lecture, parce que le problème c'est que
que si on est habitué à consommer du contenu rapide, notamment avec les vidéos qui raccourcissent de plus en plus, parce qu'avant c'était surtout YouTube qui permettait de voir de la vidéo, donc c'était toujours des formats longs, mais avec l'apparition des Reels sur Instagram et sur TikTok, le problème c'est qu'on en est arrivé à une consommation de contenu de plus en plus rapide, qui fait que les pics de dopamine sont de plus en plus rapprochés, et on a vraiment du mal aujourd'hui à consommer des contenus longs. Donc que ce soit même regarder une série, regarder un film qui est plus long encore qu'un épisode des séries, ou bien surtout évidemment lire des livres, en fait tout ce qui va provoquer une dopamine un peu plus diffuse ou un petit peu plus longue à obtenir, on a beaucoup plus de mal parce que notre cerveau est plus habitué à devoir attendre pour avoir son pic de dopamine, et donc du coup tout ce qui va prendre du temps pour donner une satisfaction, on a beaucoup plus de mal à s'y mettre. C'est pour ça que le soir quand vous êtes dans votre lit, vous avez peut-être au fond de vous l'envie de lire un livre parce que vous savez les bienfaits que ça a au long terme, mais l'envie de prendre votre téléphone est beaucoup plus forte. Tout ça, c'est à cause de votre addiction aux sources de dopamine immédiate. J'imagine qu'en entendant tout ça, vous commencez déjà un petit peu à faire le lien avec le développement personnel et le slow living, mais j'y reviendrai. Avant ça, je veux juste faire une petite mention intéressante par rapport à la psychologie et la santé mentale, qui est que, notamment dans le cas du trouble de l'attention, qui était le sujet de ma dernière vidéo, il faut savoir qu'on a une tendance à produire moins facilement de la dopamine, ce qui fait que les personnes TDAH ont beaucoup plus de mal finalement à se concentrer et vont être beaucoup plus sujettes à l'addiction aux sources de dopamine immédiate. Donc chez les profils TDAH, neuroatypiques, etc., c'est d'autant plus important de prendre en considération ces différents facteurs. L'autre chose que je voulais dire, c'est que le problème quand on n'arrive plus à ressentir de dopamine, soit parce qu'on est TDAH et qu'on a beaucoup d'addiction au plaisir immédiat comme ça, soit tout simplement parce que voilà, on est habitué à être surstimulé en permanence et on ne fait jamais de détox de dopamine justement pour ralentir un peu et sortir de ce schéma assez négatif, ça peut faire que finalement on n'arrive plus à ressentir de plaisir dans rien, et ça peut créer vraiment un sentiment de vide qui peut nous amener à être déprimé la plupart du temps, à ne jamais se sentir satisfait, une insatisfaction permanente, à nous sentir anxieux. Donc même au niveau de la santé mentale, c'est une problématique vraiment sérieuse. Et donc maintenant je peux revenir au sujet initial de la vidéo, en quoi le slow living comme le développement personnel permettent de réguler cette surproduction, cette surstimulation qui va déréguler notre taux de dopamine. Et bien dans le slow living ça paraît assez évident parce que le slow living c'est justement le fait de ralentir. Donc on va s'éloigner des écrans, on va revenir aux choses simples, on va prendre le temps de faire les choses manuellement, de faire les choses naturellement. Par exemple, ça va être de faire son pain soi-même, ça va être de prendre le temps de lire plutôt que de traîner sur TikTok, ça va être prendre le temps de faire des activités créatives, de peindre des tableaux, de faire toutes sortes de choses finalement qui permettent en fait voilà, de ralentir. Et comme vous l'aurez compris avec mon explication précédente, globalement, tout ce qui prend du temps à être accompli permet de réguler justement cette dopamine. Pour prendre l'exemple de la peinture ou de la lecture, dans le cas de la peinture, quand vous réalisez un tableau, vous avez un gros pic de dopamine au moment où vous le terminez et que vous pouvez contempler votre œuvre. Par contre, le moment où vous peignez votre tableau, ça prend des heures et pendant ce temps-là, vous n'avez pas forcément de pic de dopamine immédiat, vous avez surtout l'impatience et l'excitation de terminer votre toile, de voir le rendu. Même si évidemment il y a du plaisir pendant le processus de création, la dopamine, elle, intervient surtout à la fin. Et du coup, ça fait que vous attendez des heures avant d'avoir votre pic de dopamine. Donc forcément, ça la régule super bien. Pareil pour la lecture, quand vous lisez un livre, vous n'allez pas avoir des pics de dopamine à chaque paragraphe. Un livre, il y a des temps morts, il y a des temps d'action, et ça demande de la patience parce que parfois pendant un chapitre ça va être plutôt calme et ensuite il va y avoir vraiment de l'action qui va vous faire ressentir de l'adrénaline, de la dopamine, etc. Mais vous l'aurez mérité parce qu'avant ça vous avez lu un peu tout ce qui vous a permis d'y mener. Alors que quand on regarde une vidéo TikTok qui dure 1 minute, on a notre pic de dopamine très rapidement et si on l'a pas assez vite, généralement on swipe pour avoir le suivant. Donc la lecture, la peinture, toutes ces activités lentes, donc slow, ça permet quand même bien de réguler le taux de dopamine. Donc là évidemment, comme je vous l'ai dit, je parle plutôt du slow living au niveau personnel, donc au niveau des habitudes de vie, de la manière de vivre, de la philosophie, mais évidemment on peut aussi faire un lien avec le côté décroissance, le côté écologie et minimalisme, puisque je vous l'ai dit, un des principaux facteurs aujourd'hui qu'on a de dopamine, c'est aussi la surconsommation, etc. Donc le fait de faire les choses soi-même, de faire des DIY, de faire de l'upcycling, le fait de consommer plus raisonnablement, de faire moins de shopping, etc. Tout ça, c'est aussi un moyen de moins être surstimulé par la dopamine en passant notre temps à acheter des nouvelles choses, à jeter ce qui ne fonctionne plus, etc. Ça permet un peu de ralentir notre cycle de consommation et donc à nouveau d'être exposé à moins de pics de dopamine. Et du côté du développement personnel, je trouve qu'on retrouve aussi beaucoup cela. Donc peut-être qu'on va moins avoir cette philosophie de prendre le temps de faire son pain maison ou bien de lire un roman de Flaubert à l'ombre d'un cerisier, certes. Mais par contre, le développement personnel encourage quand même beaucoup la lecture. Bon, je trouve que c'est quand même un peu moins le cas aujourd'hui parce que malheureusement, on a vu quand même des tendances très peu slow dans le développement personnel, comme par exemple tout ce qui va toucher au résumé de livres. On a des applications qui nous permettent de consommer, de surconsommer des résumés de livres.
Ce qui nous prive totalement de l'intérêt de la lecture finalement, qui est justement ce temps d'apprentissage qui nous fait aussi passer à côté d'une grande partie de l'information. Donc ça c'est quelque chose que je critique dans le développement personnel, mais à l'origine le développement personnel ne s'oppose pas du tout à la lecture. Il y a des courants de pensée dans le dev perso qui vont plutôt nous encourager à lire. Alors parfois ça va être des livres sur l'entrepreneuriat, sur la productivité, etc. Mais je trouve que ça vaut toujours mieux de lire un livre sur la productivité que d'enchaîner des vidéos TikTok pour apprendre à réussir sa vie en regardant du contenu qui va au contraire faire tout l'effet inverse dans notre cerveau en nous rendant complètement addicts à ces pics de dopamine. Mais sans parler forcément des livres qui parlent uniquement de productivité, d'argent, d'entrepreneuriat, etc. Dans le développement personnel, il y a aussi une branche finalement qui vise à s'accomplir sur tous les plans, y compris par exemple sur notre culture générale. Et pour cela, dans ce courant-là, on va plutôt nous inciter à lire des livres de philosophie, des livres sur les spiritualités du monde, des livres de littérature, de la philosophie, etc. Et ça, par contre, je trouve ça hyper bénéfique et c'est un des aspects du développement personnel que je trouve très intéressant, même si derrière il y a un objectif de productivité, qu'on veut lire le plus possible, qu'on veut avoir la plus grande culture en le minimum de temps. Ça, évidemment, c'est des choses qu'il faut essayer de limiter pour ne pas se mettre une pression inutile, mais en tout cas, cette idée d'essayer de continuer à s'instruire à travers les livres, c'est quelque chose que je trouve très positif dans le développement personnel. Ensuite, un autre aspect très connu du développement personnel, c'est tout ce qui va toucher à la santé physique, donc à l'alimentation, au sport notamment, et typiquement le sport c'est un excellent moyen de réguler sa dopamine, parce que le sport on peut pas le faire en 30 secondes. Si vous voulez faire du sport, sérieusement, il faut prendre le temps. Ça peut être juste 15 minutes par jour, ce sera toujours mieux que zéro, mais voilà, une pratique sportive ça demande du temps, ça demande de la répétition, de la patience, et surtout, l'avantage du sport c'est que sur le moment c'est difficile, mais on a la récompense, le bien-être après la séance. Donc à nouveau c'est une récompense au niveau du cerveau qui est différée et qui demande un effort, donc à nouveau qui permet de réguler notre système de dopamine. Je vais donner un dernier exemple, c'est un peu tout ce qui va être la branche spirituelle du développement personnel. Dans beaucoup de références très connues du développement personnel, il y a un lien très prononcé avec des inspirations de spiritualité d'Asie qui vont être liées avec la méditation, le yoga, le moment présent, etc. Je pense évidemment au pouvoir du moment présent ou bien au Miracle Morning qui invite à faire une session de méditation tous les matins. Ça, évidemment, on fait tout de suite le lien avec le slow living et la régulation de la dopamine parce que typiquement la méditation c'est un excellent moyen de réguler son taux de dopamine parce que c'est vraiment une reconnexion totale au moment présent en évitant tout stimuli et donc toute source de dopamine qui peut nous envahir et que ce soit dans le slow living ou dans le développement personnel, on peut retrouver ces inspirations et évidemment toutes les pratiques telles que la méditation, le yoga, la pleine conscience, etc. ce sont évidemment des excellents moyens aussi de limiter notre addiction aux sources de dopamine immédiates. Donc évidemment on peut émettre plein de critiques sur un courant de pensée ou sur un autre. On peut critiquer tout ce qui est en lien avec la hustle culture, le capitalisme, la surconsommation, etc. On peut critiquer aussi sans doute certains aspects du slow living qui sont parfois irréalistes, qui sont aujourd'hui accusés d'être des privilèges finalement parce que c'est vrai que pour pouvoir faire son pain maison, il faut avoir du temps et le temps aujourd'hui c'est un luxe. Donc des deux côtés on peut émettre beaucoup de critiques. Aucun de ces courants de pensée n'est parfait, il y a énormément de choses qu'on peut remettre en question là-dedans, mais on critique une philosophie. Critiquer une philosophie n'empêche pas d'en prendre certains aspects et de les appliquer à soi-même. On peut émettre un avis critique sur quelque chose sans pour autant le rejeter et faire un blocage complet sur tout ce qui s'y approche. Et moi personnellement j'ai décidé de prendre ce qui m'intéressait dans le développement personnel, prendre ce qui m'intéressait dans le slow living, afin d'atteindre mes objectifs, que ce soit des objectifs d'épanouissement ou de bien-être, ou bien des objectifs plus professionnels, personnels ou d'accomplissement. Parce que sans forcément parler de hustle culture, on a tous un certain besoin d'accomplissement dans notre vie. Alors oui, je pense que autant dans le slow living que dans le développement personnel, il y a des ressources, il y a des idées, des inspirations, des sujets, des conseils qui peuvent nous aider à avoir plus de contrôle sur notre vie et à être moins dépendants, moins addicts à toutes les stimulations extérieures que la société nous impose, à tous ces stimuli finalement qui dérèglent complètement la chimie de notre cerveau et qui va avoir tendance à détruire notre santé mentale et notre bien-être au long terme. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très positif et c'est vraiment finalement le point commun entre ces deux sujets qui fait que je m'intéresse aussi bien à l'un qu'à l'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est drôle parce que c'est vraiment un sujet de vidéo que j'avais noté il y a 3 ans et que je fais aujourd'hui simplement parce que je suis retombée sur ce carnet et je suis super contente de l'avoir fait parce que c'est un sujet qui personnellement me passionne et j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a permis de réfléchir et peut-être un peu de nuancer vos avis sur ces thématiques. En tout cas, je conclurai cette vidéo simplement en disant félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, même un format de vidéo relativement long comme YouTube, en comparaison à TikTok ou à Instagram, et bah
c'est difficile d'aller jusqu'au bout, c'est difficile d'avoir la patience de le faire, tout simplement parce que justement on perd complètement toutes nos capacités de patience, de concentration à cause justement de cette surstimulation et notamment à cause des réseaux sociaux rapides. Donc bravo et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.